Être tout seul quand on est entrepreneur, est-ce que c'est un frein, une liberté ou une angoisse, voire un challenge? Vous écoutez Tout seul, un podcast d'Orange pour les pros. Tout seul. Toute seule. Tout seul, oui. Toute seule. Tout seul. Toute seule. Toute seule. Je suis Mathilde Guyot et je rencontre pour vous, partout en France, des entrepreneurs qui ont accepté de partager leur expérience, leur histoire. Aujourd'hui, je m'apprête à rencontrer César Trioulaire, le fondateur de la Maison 16, fondateur d'une maison de liqueurs artisanale bio. On est à Sur-Île-Comtal, dans le 42, dans la Loire, et on le rencontre à son entrepôt. C'est parti. Bonjour, Bonjour César. ça va? Ouais, ça va et vous? Bienvenue. Merci beaucoup. Vous voulez que je vous fasse visiter vite fait? Ouais, avec Qu'on plaisir. s'installe? Ouais. Ouais. Vous voulez poser vos affaires peut-être? Ouais, On va les allez, poser, c'est parti. dans le bureau. Ça fait 1 an que je suis ici et avant j'étais dans mon garage qui faisait 45 mètres carrés. Ouais, Qui faisait à peu près cette surface. Et là on a une mini cuisine. Ah, c'est chouette. Voilà, un petit bureau, Ouais, un peu de toujours place. un peu de chantier à gauche à droite. Et ensuite j'ai essayé d'organiser pour faire une sorte de marche en avant, un petit peu comme dans la restauration. Ouais. Donc ça commence vers le fond et ça D'accord. finit ici. Il y a une saisonnalité de prod? Oui, en fait sur la cueillette, printemps, et été, automne. Ouais. Et comme ça je fais des macérations en fait de base. D'accord. Et derrière je peux faire des sirops et je peux produire plus longtemps dans l'année. Parce que mon macérant en fait, ma base, elle peut rester en cuve et elle bougera pas. Ok. Voilà. Merci de nous recevoir César à Sur-Île-Comtal. Ici c'est votre atelier, entrepôt, bureau, tous à la fois. Est-ce que je peux vous laisser le soin de vous présenter brièvement? Oui, César Trioulaire, j'ai 32 ans. J'habite un petit village dans la Loire qui s'appelle Saint-Marcelin-en-Forêt. Et j'ai créé ma société qui s'appelle Maison 16, en clin d'œil à mon prénom César, c'est le diminutif. En 2019, juste avant le Covid. Et je fabrique de l'alcool, des liqueurs artisanales à base de cueillette depuis 3 ans. Vous avez commencé votre carrière pro en tant que technico-commercial. Dans quel secteur? Dans le bâtiment au début. Donc assez loin des liqueurs Complètement. dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment ou de plusieurs moments où vous avez eu cette étincelle-là et où vous vous êtes dit « Bon, en fait, je peux plus faire ce job de technico-commercial, il faut que je fasse autre chose ». Oui, en fait, le projet, ça faisait des années moi que j'avais toujours eu envie et rêvé de prendre mon petit berlingot, mon C15 et d'aller livrer mes petits produits et de créer une société. C'est vraiment quelque chose qui m'animait. Et en discutant avec un copain, un jour, il me dit « Mais pourquoi tu fais pas de la sapinette ?» On en faisait déjà. On en faisait pour nous, pour des amis. On m'en avait demandé pour des anniversaires, pour des soirées. Et la sapinette, c'est quoi? Pardon, Expliquez-le. c'est une liqueur artisanale, la sapinette, donc à base d'aiguilles et de bourgeons de sapin. Ouais, ok. Et on faisait ça et ça plaisait bien. C'était pas trop alcoolisé, c'était bon. Et lui, en fait, il vit en Corée du Sud. Il a un ami qui fait du cidre et qui fait son cidre en France et qui se le revend en Corée. Et il me dit, mais pourquoi tu fais pas la même chose? Et moi, je m'ennuyais terriblement dans mon boulot. C'est malheureux, mais c'est vrai. Et c'était en février 2018. Et du coup, j'ai passé la soirée et ma nuit sur mon téléphone à poncer Internet et à regarder des sites sur comment faire un petit peu plus légalement des liqueurs, à pas endormir la nuit. Et le lendemain, je me suis dit, mais waouh, enfin, je suis trop chaud, quoi. Et je suis un peu le seul fou peut-être à faire ça. Et de jour en jour, de semaine en semaine, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de micro-distilleries, de jeunes liquoristes, surtout vers chez moi, où il y avait pas mal de verveine. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire. Et donc, j'ai bossé l'idée pendant quasiment 6 mois, 1 an, jusqu'à décider de démissionner en début janvier 2019. Ça veut dire quoi, du coup, bosser l'idée? Ça veut dire s'entraîner à faire des liqueurs? Ça veut dire faire son business plan? Ça veut Ouais. dire quoi? Eh ben, c'est de se dire comment on fait pour créer sa société et vendre une liqueur. Donc du coup, j'ai eu la chance de connaître un expert comptable. Je lui ai expliqué un petit peu mon projet. Et moi, en fait, j'ai mon père qui était chef d'entreprise aussi, donc ça m'a toujours aidé, me booster. Mais à part ça, je ne savais pas du tout comment on faisait pour créer une société, pour se lancer en tant qu'entrepreneur. Donc j'ai bossé cet environnement-là au niveau juridique, douane, je les ai appelés notamment les douanes, au niveau société, création de société avec un expert comptable, et produits. Donc après, le produit, c'était des vidéos, des vieux bouquins et beaucoup autodidacte en fait, en grattant sur Internet des heures et des heures, en ponçant Internet.
À un moment, est-ce que vous avez eu aussi d'autres personnes, des mentors ou des personnes qui étaient dans le domaine et qui ont pu vous donner des petites astuces ou des trucs justement qui vous ont aidé à compléter ça? Ouais, quand je suis allé voir à la banque la première fois, ils m'ont parlé de Loire Active et Loire Initiative, qui existent du coup aussi sur France Active et France Initiative. Mmh. Ça existe dans chaque département, mais c'est des sortes de réseaux qui aident des créateurs d'entreprises. Mmh. Du coup, il y en a un où c'est plus pour la garantie bancaire et l'autre, c'est un prêt d'honneur. Et ça permet en fait de confronter le produit à une dizaine de chefs d'entreprise, de personnes qui nous Ouais. posent plein de questions et en fait et de bosser l'idée en amont avec ces services, ces réseaux, donc leur initiative et leur active. Et donc on va nous développer toutes les problématiques qu'il peut y avoir pour les travailler et pouvoir y répondre. Et du coup, ça, de faire ces 2 comités, ça durait 10-15 minutes, c'était très stressant, c'était avant de se lancer. Et ça valide en fin de compte aussi la banque de nous suivre, même si c'était un petit prêt à l'époque, mais du coup, ça permet de confronter énormément de choses avant de se lancer. C'était un peu compliqué parce que c'est le grand bain en fait. On se dit, ben là aujourd'hui j'ai des horaires, je vais au travail, je fais mon petit boulot, je rentre chez moi, et qu'est-ce que ça va être demain, on ne sait pas trop. Et bah, y a une chose qui m'a conforté, c'est que plusieurs choses. C'est qu'on a la chance en France d'avoir les maintiens des droits au chômage. Quand on est salarié et qu'on crée une société, on peut bénéficier quand même de nos droits au chômage pendant 2 ans, ce qui permet de faire de la trésorerie dans l'entreprise. Et ça n'a pas de prix, parce que quand le Covid est arrivé 6 mois après, eh ben, j'avais quand même mes droits au chômage. Donc du coup, c'était quand même beaucoup plus réconfortant. Et que si c'était à refaire, je le referais direct. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, ça fait des années que j'ai envie de créer quelque chose, j'en avais pas l'idée, et que là, ça cochait toutes les cases qui me plaisaient. Mmh. La création, le produit de partage, l'alimentaire, et de fabriquer quelque chose de ses mains. Il y avait une connexion aussi avec la nature. Enfin, je sais pas, moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père, il s'appelait Honoré, c'est un patron des boulangers, et il était boulanger. Mon grand-père, il était boulanger, et mon grand-père et mon père, avec mes oncles, ils ont créé une entreprise dans le village où on était, qui était grossiste pour métier de bouche. Donc du coup, je pense qu'il y a un petit truc dans les gènes de création qui est un peu resté. Je me suis lancé comme ça et j'ai commencé dans mon garage. Donc les premiers mois, j'étais en train de créer la société, j'ai monté un mur dans mon garage, j'ai fait du bricolage pour aménager, même j'avais aussi un petit évier pour toute la vaisselle, le nettoyage. Donc j'ai aménagé l'endroit, petite boîte aux lettres, maison 16. C'était une vraie liqueur maison du coup. Exactement, exactement. Liqueur maison dans le garage, avec vos petites mains, sans aucun intermédiaire. Et, C'est ça. depuis le début, vous faites vous-même la cueillette ou ça? Ouais. C'était ça aussi qui mettait un peu toute la boucle sur ce projet. Mes grands-parents sont originaires de la Haute-Loire, du côté de Craponne-sur-Arzon. C'est un petit village dans le nord de la Haute-Loire et ils avaient plusieurs parcelles de bois, de forêt. Et du coup, là-bas, je vais cueillir les essences de sapin. Et c'est un pur plaisir quoi, de prendre sa voiture, d'aller en forêt avec son chien, faire la cueillette quand c'est la période. Et voilà, c'est top de pouvoir faire ça. Et après, j'ai d'autres accords de cueillette, j'ai d'autres endroits aussi pour d'autres produits quand j'ai développé la gamme. Que vous êtes allé chercher du coup en décrochant votre téléphone, de bouche à oreille, en essayant de trouver d'autres fournisseurs? Exactement. En fait, pendant donc 1 an, j'ai sorti la sapinette. Enfin, même pas 1 an, le Covid est arrivé. Et mon père qui me pose toujours un peu 2-3 questions derrière. T'en es où alors? Il me dit, ah, tu voudrais peut-être sortir un deuxième produit. Je dis, ouais. Et en fait, je voulais rester sur la cueillette, sur cet environnement un peu nature, sauvage. Et chez nous, comme à plein d'endroits en France, il y a une petite plante qui s'appelle le serpolet. En fait, c'est du thym sauvage. Et ce serpolet, il pousse assez naturellement. Donc du coup, j'ai fait quelques essais. Je me suis rapproché d'agriculteurs à côté de chez moi. Et ça pousse dans les endroits un peu rocailleux, un peu voilà, sur les coteaux un peu au sud. Et ça fait des petites fleurs violettes magnifiques. Donc j'ai eu des accords, parce qu'en étant en bio sur ces produits, il faut des accords en fait, des propriétaires pour la cueillette. Et en même temps, je me suis rapproché d'une coopérative de cueilleurs qui est en Auvergne, et également une famille de cueilleurs qui est dans le Beaujolais vert, Lamure-sur-Azergue, ce qui me permet un petit peu du coup d'avoir plusieurs sources pour les nouveaux produits d'approvisionnement pour la plante sauvage.
Vos produits sont bio. Est-ce que c'est difficile à obtenir comme certification? C'est pas trop compliqué, mais c'est plus un peu, contraignant au niveau administratif. Mmh. Suivi, on a aussi un inventaire, ouais, plein de choses à suivre en bio. Mais à la fois, c'est aussi, notre génération à créer et à essayer de faire des choses en bio. Le bio devrait pas exister, hein. Du coup, en bio, c'est, l'alcool qui est certifié, l'eau, ils ont un droit de regard sur Mmh. l'eau. La plante, bien sûr, est certifiée et pour l'appellation liqueur, j'utilise du sucre. Donc le sucre également est approvisionné en bio. D'accord. Bio, local, est-ce que c'était important pour vous aussi de travailler avec des gens qui sont, pas trop loin, de Maison 16? Oui, en fait, le développement, un peu le marché au début, c'était vraiment, local et puis petit à petit, se déplacer, sur Lyon, Annecy, Mmh. et en France et donc du coup, je suis allé voir donc des cavistes, des Mmh. épiceries, des restaurants, des bars à cocktails et des restaurants gastronomiques et je suis d'abord allé, proche de chez moi, donc c'est là que j'ai fait goûter et c'est comme ça que j'ai commencé et en fait, c'est top parce qu'on rencontre plein de gens autour de chez nous qui sont tous des petits indépendants, qui ont des petites structures, sur un restaurateur, souvent, ils sont pas énormément de salariés, un caviste, c'est pareil et du coup, tous ces indépendants-là, on est un peu tous dans le même moule et c'est top de pouvoir, se développer ensemble. Dès le début, j'avais envie d'essayer de soigner aussi, l'image, la com par j'espère avoir un logo qui est propre, des étiquettes qui soient propres et des photos sur les réseaux sociaux ou autres qui soient propres pour, pas être trop, plancardé, trop, terroir ou trop campagne, mais à la fois avoir quelque chose, voilà, de travailler tout en étant ultra artisanal, quoi. Vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux aussi? Ouais, 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 bah, c'est un peu plus accessible en fin de Mmh. compte, c'est moins cher. On est un peu dépendant des gros groupes américains, mais ouais, c'est obligé. Après j'aime bien la communication quand même aussi, moi ça m'amuse et du coup, je suis présent j'essaie d'être présent sur les réseaux, Mmh. de communiquer de temps en temps, mettre une petite photo, une petite actualité, c'est important et puis les gens ils ont envie quoi, c'est obligatoire. Pour continuer à vous développer, vous faites pas mal de salons. Comment est-ce que ça se déroule ça? Vous les choisissez, 1 an à l'avance, vous vous dites: Ça vaut le coup, donc du coup je vais prendre un stand». C'est un gros investissement pour vous? Ouais, Comment ça se présente dans votre année? les salons, foires, ouais, marché aux vins, c'est un peu au cas par cas et quand je me suis lancé, j'ai essayé d'en faire un peu plein, un peu d'être présent un peu à gauche, à droite, surtout autour de chez moi pour dire, «Coucou, je suis là» parce qu'on touche un peu les particuliers. Après ça dépend, il y a des salons pro et oui, on «s'enregistre» entre guillemets avec les organisateurs, des mois à l'avance. Parfois c'est d'une année à l'autre pour certains, d'autres c'est un peu plus court. Et puis, ouais, ça peut coûter, 50 € la journée, sur une petite foire du coin, comme, là, bah, je vais faire un salon qui a coûté beaucoup plus cher à Paris, mais bon, du coup, c'est pas les mêmes retombées et soit on va toucher du particulier, où là, on va faire goûter, on va vendre un particulier, un peu comme une petite foire, proche de chez soi, ou soit ça va être des salons pro où on va toucher, bah, ouais, des clientèles pro, à Lyon, par exemple, sur un magasin sur un salon bio ou donc à Paris, comme j'expliquais, où là, ça va être un salon autour de la gastronomie à Paris. Et ça, c'est indispensable pour le développement de votre activité? Ouais, je pense que c'est indispensable parce qu'en fait, on n'a pas du tout la force de frappe, des marques qu'on voit, à la télé et à la radio qui nous rabâchent avec leurs jingles qui nous embêtent, quoi et eux, ils sont connus et nombre de fois que je fais goûter mon produit et qu'on me dit: «Ah mais je connaissais pas» et en fait, c'est normal, c'est qu'on peut pas être connu de tout le monde et du coup, on est obligé d'être présent. On est obligé de physiquement être présent, de tourner, d'aller expliquer, d'aller voir du monde et à la fois c'est top, en fait. C'est top parce que, eh ben, le client pro ou le particulier, ils sont contents de rencontrer le producteur et nous, on est sur le terrain et voilà, on justifie, ce qu'on fait. Donc et de toute façon, même si on passerait à la télé ou à la radio où on se paierait des grands 4 par 3, on n'aura peut-être pas le volume pour suivre derrière donc c'est un tout, en fin de compte. Vous êtes resté tout seul, dans votre garage pendant longtemps? Oui. Pendant quasiment 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et après j'ai pris, une stagiaire, en 2021, que Mmh. j'ai pris ensuite en alternance et en fin 2021, j'ai pris un deuxième alternance. Et OK. donc depuis septembre 2021, on est 3, dont 2 qui à mi-temps. Est-ce que quand vous avez commencé à recruter, alors des alternants en l'occurrence, vous avez senti que votre société prenait une autre dimension?
Ouais. Surtout quand j'ai pris mon petit local, donc je suis sorti du garage de 40 mètres carrés pour prendre un petit local dans le village à côté où là ça fait 120 mètres carrés. On arrive, c'est nickel, dalle lisse, c'est goudronné devant, alors qu'avant c'était un petit chemin et que les transporteurs, c'était un peu la galère pour livrer une palette. Et du coup, tout de suite, on se dit, ouais, là, en fait, je suis une entreprise, quoi. Alors qu'avant, j'étais presque le petit entrepreneur qui essaye dans le garage. Et au même moment, quand on en parlait tout à l'heure, les aides des droits s'arrêtaient. Donc on se dit, bah ouais, là on est vraiment dans le dur en fait. Donc il faut vendre. Et le nerf de la guerre dans une entreprise, c'est de vendre. C'est bien de communiquer, c'est bien de tout est beau, tout est rose. Mais si on fait pas rentrer de chiffre d'affaires, on fait pas de marge. Et si on fait pas de marge, on vit pas quoi. Donc c'est là, à ce moment-là, donc il y a un an, au mois d'avril 2020, où je me suis dit, allez, c'est chaud, c'est chaud, c'est cool. Et au même moment, quasi quelques mois après, j'ai pris les 2 alternants. Et pareil, je pouvais pas les recevoir chez moi avant. Donc c'était un lieu adapté pour qu'on puisse ensemble avancer avec les alternants, quoi. Ça donne le vertige d'avoir des responsabilités? Un peu, des fois, ouais. Bah ouais, parce que il faut qu'on paye nos fournisseurs, il faut qu'on se paye nous, et que parfois on n'a pas tant de visibilité que ça sur les mois à venir. Mais si on a des petits projets et qu'on a envie, et ben, ça passe au-dessus du vertige du développement de l'entreprise et on se dit, allez, bon, on continue, quoi. D'ailleurs, en parlant de projets, quels sont les vôtres? Euh, et ben du coup, là, à l'heure où on parle, on est au mois de mai et je vais sortir une troisième liqueur. Donc là, j'en ai deux. La sapinette, aiguille et bourgeon de sapin, la serpolette au thym serpolet, et une troisième qui va s'appeler fleurette, et qui est à base de fleurs de sureau et de reine des prés. Donc ça, c'est un projet qui traîne, parce que ça fait un an que je veux le sortir, j'ai galéré pour plein de petites raisons. Mais le produit, c'est de la frappe, il est super bon, et du coup, il plaît à plein de gens, et je pense que ça va être vraiment un produit super complémentaire à la gamme, et qu'on peut boire voilà, en Dijon, en apéro. Donc ça, c'est un joli projet. Ça fait une gamme de 3 liqueurs, pas trop fortes en alcool. Et l'idée qui avance aussi très fortement, c'est à partir de la rentrée de septembre, de sortir une gamme de spiritueux bio distillés. Donc moi je suis pas une distillerie, je suis une liquoristerie, donc j'ai pas d'alambic, mais j'ai un ami qui a une micro-distillerie qui est à côté de chez moi. On a élaboré ensemble une recette de gin avec des essences de sapin. Donc du coup on va distiller quelque chose de très frais, on va faire un gin boréal, un truc vraiment super sympa. Et on va faire aussi un petit pastis, pareil, avec de la cistre, qui est le fenouil sauvage, là, qui est cueilli par Monique, qui est entre l'Ardèche et la Haute-Loire. Et du coup, voilà, d'essayer de trouver tout le temps des petits ingrédients. Donc là, le fenouil pour le pastis sauvage, ou des essences de sapin, toujours en bio aussi, où je source avec un autre fournisseur qui a une sylviculture sur les hauteurs vers chez moi. Enfin voilà, toujours un peu d'essayer de faire une boucle et un truc super sympa, en élargissant la gamme, en ayant une autre communication aussi un petit peu, puisque les étiquettes seront d'édition limitée. Vous expérimentez beaucoup des nouvelles recettes, des nouvelles Ouais, choses ouais, ouais. qu'on verra jamais, qui verront jamais le jour. Ça prend Beaucoup dans la tête. Et un petit peu aussi en prod quand même. Ça prend toujours un peu de temps d'essayer des choses. Cette sapinette d'ailleurs, j'en ai fait vieillir une dans une barrique qui a contenu du cognac, une barrique de bois. Et je savais pas du tout ce que ça allait goûter. Donc j'ai rien dit à personne. Au bout de 3 mois, j'ai goûté, je me suis dit, c'est pas mal. Au bout de 6 mois, j'ai goûté, je me suis dit, c'est super bien. Et du coup, je relance une prod là, une autre barrique. Et c'est trop bien parce que ça, c'est des petits gros projets qui vont permettre de sortir un nouveau produit et qui vont faire des petites éditions limitées toujours et des choses qui goûtent à fond, qui vont être vraiment sympas. Super, une belle complexité. Est-ce que vous pensez qu'il y a un côté addictif à l'entrepreneuriat? Ouais, je pense un peu, ouais. Vous, c'est quoi qui vous dope? C'est la liberté, c'est le... Ouais, en fait, c'est sûr que euh, il y a plusieurs choses. C'est complètement la liberté parce qu'on fait un peu ce qu'on veut, etc. Bah, le risque, la créativité aussi. Enfin, le côté créatif, c'est top. On n'est plus enfermé sur une case. On n'est plus dans une entreprise à faire de la com. On n'est plus sur une entreprise à faire de la prod. On n'est plus sur l'entreprise à faire voilà, différents secteurs, la logistique ou autre. Là, on fait un petit peu tout. Donc ça, c'est super sympa parce qu'on n'a plus envie d'être enfermé. D'où cette liberté aussi. Et puis, ouais, c'est ça, quoi. C'est sympa. Ça, et puis ça donne aussi envie d'autres idées.
d'autres idées de création, peut-être d'autres entreprises. Je pense pas que je vais faire ça toute ma vie. Moi. Ouais. Je sais pas. Je me ferme pas la porte et un jour, je vais pas dire, vas-y, je vais peut-être faire autre chose, quoi. J'en sais rien. Mais toujours en tant qu'entrepreneur. Je pense, ouais. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marqué ou qui a vraiment compté pour Maison 16 à choisir? Non, c'est pas. Il y en a plein. C'est l'environnement, les gens, les amis, la famille qui nous aident et qui nous orientent un peu parfois sur les projets. Ma femme qui était la première à lui expliquer tout ça et qui nous disait ouais, vas-y, je crois en toi, vas-y. Donc du coup, toutes ces petites choses-là font que ça aide un peu et ça nous conforte dans l'idée. Et parfois, on nous dit t'es un peu fou, vas-y pas. Hein. Mais bon. On se dit aussi peut-être, il a peut-être raison lui, mais on y va quand même. Mais c'est pas grave, on y va quand même, vous l'avez dit. Vous avez toujours eu confiance en vous? Non. J'ai eu beaucoup plus confiance en moi quand ça a fonctionné un petit peu. Et qu'en fin de compte, la confiance en soi, elle vient et elle part dans la vie. Hein. Donc, faut pas trop faire le malin, le fancho. Il faut rester humble. Ouais, je pense. Hein, il faut travailler et se rendre compte quand ça va bien et se dire que ça peut être aussi beaucoup plus compliqué. Et du coup, faut juste rester à sa place, travailler et se faire plaisir. Quoi. Et essayer de faire plaisir aux autres. Et un jour, j'ai un copain qui m'a dit « Le soleil, il se lève avec ou sans toi ?» Et en fait, moi, je trouve que ça résume pas mal de choses. Dans le sens où, si on s'arrête, ça s'arrête, quoi. Si on meurt demain, le soleil, il se lève et ça continue. Donc, il faut continuer, en fait. Il faut avancer, il faut faire nos petits trucs, faire nos petites vies, notre petit travail, et avec le sourire, quoi. Merci beaucoup, César. Merci à vous. Vous écoutiez Tout Seul, un podcast produit par Orange pour les pros. Sans vos histoires, Tout Seul ne pourrait pas exister. Vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours? Il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.